Gouverné par le chaos, troisième et dernière partie. Le management négatif. Diviser pour régner. En tant qu'arme des destructions cognitives massives, le communautarisme introduit dans une population donnée une pluralité de codes culturels qui brisent ces lignes de communication préalables à la désorganisation tactique. Favoriser l'hétérogénéité et l'individualisation des codes, atomiser, segmenter et casser les lignes de transmission pour aboutir à la rupture de la coordination des parties et à l'impossibilité de s'organiser. Au sein de l'espèce humaine, tout repose sur l'organisation des groupes. L'individu n'est qu'une abstraction, seuls les groupes existent. La famille, le village, le clan, la tribu, les amis, les collègues, la classe sociale, le parti, le syndicat, la nation, l'ethnie, les coreligionnaires, l'espèce dans sa globalité, etc. L'homo sapiens ne vit qu'en groupe, il est intrinsèquement grégaire, c'est un animal politique comme le notait Aristote. Le management est la science de l'organisation consciente des groupes, c'est-à-dire le geste politique à l'état pur qui précède même le débat sur les idées. Or, dès lors que l'on connaît les dynamiques profondes de l'organisation des groupes, on connaît également les dynamiques profondes de la désorganisation des groupes. S'appuyant sur les découvertes de la psychologie sociale, notamment la théorie des jeux, le management s'est beaucoup intéressé au décortiquage minutieux des mécanismes de la prise de décision et des phénomènes de l'engagement dans l'action. Un bon manager, un bon leader, sait évidemment comment galvaniser ses troupes et les pousser à l'action efficace. Mais il sait aussi comment inhiber la prise de décision et l'engagement dans l'action. Donc, comment paralyser un groupe ennemi, prélude à sa dislocation, puis à sa disparition. La partie cachée du management et du politique, la partie un peu honteuse, car franchement machiavélique, c'est donc l'art de désorganiser les groupes, l'art d'atomiser, de morceler, de fragmenter les collectifs, donc l'art d'instiller de l'individualisme. Cette masse noire qui se devine entre les lignes dans les enseignements de management classiques est par contre totalement explicitée dans des séminaires privés et confidentiels réservés aux cadres les mieux placés des structures de pouvoir, en particulier dans leur enseignement. Intelligence économique, espionnage industriel, militaire, diplomatique, etc. Le management est donc l'art d'organiser les groupes amis, management positif, et l'art de désorganiser les groupes ennemis, management négatif. En politique, la maîtrise de cet art est plus importante que les idées elles-mêmes et que le débat sur ces idées. Car en effet, l'infrastructure des idées, c'est la capacité d'organisation des groupes humains qui les supportent. Pour rendre impossible l'expression de telle idée, sans jamais la censurer explicitement, il suffit de désorganiser le groupe qui la soutient. La censure indirecte par désorganisation, découragement, démotivation du groupe est une stratégie de contournement qui a fait ses preuves. Le programme COINTELPRO, développé à partir de 1956 par les renseignements américains pour lutter contre les ennemis intérieurs, reposait presque entièrement sur cet art de la décohésion provoquée. Un groupe disloqué ou juste incapable de s'organiser n'est plus en mesure de soutenir telle idée ou telle valeur. Avant même de polémiquer sur les idées et les valeurs, il faut donc déjà réfléchir à la capacité de soutenir, propager et diffuser des idées, des valeurs, des représentations. Autrement dit, le débat sur l'organisation du groupe précède le débat sur les idées à défendre. Qui sait organiser et désorganiser les groupes humains détient le pouvoir suprême, car il détient le pouvoir de faire exister ou non les idées. Donc, le pouvoir de produire ou d'éteindre les comportements. L'architecture sociale commande aux idées, qui commandent aux comportements qui construisent la réalité. Avant d'analyser plus précisément le management négatif, présentons les fondamentaux du management positif. Un groupe est un ensemble. Chez Lacan, les groupes humains peuvent se comprendre dans les termes de la logique ensembliste ou théorie mathématique des ensembles. Lacan distingue au moins 4 modes d'organisation. Mode relationnel qu'il appelle des discours. Le discours du maître, où le chef domine. Le discours de l'hystérique, où l'individu domine. Le discours universitaire, où le savoir domine. Le discours analytique, où l'incertitude domine.
Lacan a aussi mentionné une fois dans son œuvre un cinquième discours, celui du capitaliste, qui nous semble être une variante de celui de l'hystérique. La formation d'un ensemble humain dont donc l'organisation d'un groupe requiert de soumettre les individus à une hiérarchie verticale, à un discours du maître, une autorité, une loi, un phallus symbolique en position d'exception par rapport aux membres du groupe. Ce rapport de tous les individus à une autorité transcendante est le seul moyen pour que les individus de ce groupe se perçoivent comme unifiés avant d'être des individus, donc comme les membres d'un seul organisme. Condition sine qua non pour assurer leur cohésion systémique, leur solidarité et leur efficacité dans l'action. C'est ainsi que leur multitude sera coordonnée et qu'ils agiront comme un seul homme. Au risque du jeu de mots, organiser un groupe, c'est toujours le faire reposer sur des valeurs que l'on rassemble sous le terme de virilité. Structure, discipline, encadrement, autorité, cohésion, solidarité. De fait, pendant des millénaires, la passion masculine a toujours été d'organiser des groupes, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire, le phénomène organisationnel n'ayant pas de contenu intrinsèque. Ce que Lacan appelle être tout phallique, c'est se reconnaître dans un ensemble, une communauté plus grande que nous, et à laquelle nous sommes prêts à sacrifier notre vie individuelle, car nous n'existons pas en dehors d'elle. Dans cette optique, il n'y a de jouissance à être que collective, il n'y a de sens à la vie qu'en commun, ce qui rend l'individu capable de se battre jusqu'à la mort pour défendre les idées de son groupe de référence. Les valeurs de mon groupe méritent que je puisse me battre jusqu'à la mort pour elles. La vie du groupe passe avant la mienne. Telle est la maxime des groupes en bonne santé, dont l'Oedipe est bien portant. Pour qu'il y ait organisation durable et efficace, il suffit d'être prêt à mourir pour ses idées. La théorie de la jeune fille. À un niveau d'analyse structurale ou archétypale, la fonction phallique du psychisme, c'est donc la capacité organisationnelle d'unifier une multitude, l'anti-individualisme par excellence. À l'opposé, désorganiser est synonyme d'individualiser, dépolitiser, faire perdre le sens du collectif, rompre la solidarité et la cohésion, pousser à jouer perso. Manager négativement pour désorganiser un groupe ennemi suppose par conséquent de le faire entrer dans un processus que Lacan appelle pathophallique. Il s'agit d'un processus critique où l'autorité transcendante assurant la cohésion du groupe sera contestée au nom de l'oppression qu'elle fait peser sur les droits des individus à jouir individuellement. Or, il se trouve que cette exigence de jouissance individuelle et cette contestation de l'autorité du père sont les comportements typiques suggérés et requis par le marché et la consommation. Pour le collectif Tikkun, la figure de la bimbo est l'incarnation par excellence de cette dépolitisation mercantile et consumériste. Figure de l'individu désorganisé, du pur individu pourrait-on dire, la jeune fille est l'entropie personnifiée. On serait cependant en droit de se demander pourquoi l'humain dépolitisé se trouve ici qualifié de jeune et de fille. N'y a-t-il pas un racisme anti-jeune et une misogynie à l'origine de cela ? Tikkun répond à ces critiques en replaçant les choses à un niveau d'analyse archétypale et symbolique. Entendons-nous, le concept de jeune fille n'est évidemment pas un concept sexué. Le lascar de boîte de nuit ne s'y conforme pas moins que la beurette grimée en pornostar. En réalité, la jeune fille n'est que le citoyen modèle tel que la société marchande le redéfinit à partir de la Première Guerre mondiale, en réponse explicite à la menace révolutionnaire. Ses meilleurs soutiens, la société marchande, ira désormais les chercher parmi les éléments marginalisés de la société traditionnelle. Femmes et jeunes d'abord, homosexuels et immigrés ensuite. Les jeunes gens et leur mère reconnaissent Stuart Ewen fournir au mode de vie offert par la réclame les principes sociaux de l'éthique du consommateur. Les jeunes gens parce que l'adolescence est la période de la vie définie par un rapport de pure consommation à la société civile. Les femmes, parce que c'est bien la sphère de la reproduction sur laquelle elles régnaient encore qu'il s'agissait alors de coloniser. La jeunesse et la féminité, hypostasiées, abstraites et recodées en jeunitude et féminitude, se trouveront dès lors élevées au rang d'idéaux régulateurs de l'intégration impériale citoyenne.
Dépolitiser et désorganiser sont ainsi strictement synonymes de faire entrer dans la consommation et le spectacle. En d'autres termes, pour désorganiser un groupe, il suffit de le jeune-filliser, c'est-à-dire de contaminer son système de valeurs par des images caricaturales de la jeunesse et de la féminité. Au-delà de sa fonction économique, l'univers de la publicité, où ces images sont largement diffusées, joue donc également un rôle de contrôle social incapacitant. Tout d'abord, comment procède la féminitude ? Du point de vue structural, les femmes sont des sujets qui, par définition, ne sont pas tout phalliques, qui jouissent certes partiellement comme les hommes, c'est-à-dire qui trouvent aussi du sens à la vie en collectivité, mais qui, pour être femmes, donc différentes des hommes, se réservent le droit d'être hors la loi, subversives, de ne pas entrer dans le jeu des contraintes sociales et donc de refuser l'organisation structurée des groupes, organisation toujours perçue comme masculine, voire phallocrate ou machiste, donc répressive et mauvaise, refus du politique qui les conduit à chercher du sens dans la sphère de l'intime, de l'érotisme et du fusionnel. Quête éternellement vouée à l'échec, le sens n'advenant que dans le social et la distinction. Julia Kristeva, dans un chapitre intitulé Le temps des femmes, fait ces réflexions profondes. Plus radicaux, les courants féministes refusent le pouvoir existant et font du deuxième siècle une contre-société. Une société féminine se constitue, sorte d'alter ego de la société officielle, dans laquelle se réfugient les espoirs de plaisir. Contre le contrat socio-symbolique sacrificiel et frustrant, la contre-société imaginée, harmonieuse sans interdit, libre et jouissive. Dans nos sociétés modernes sans au-delà, la contre-société reste le seul refuge de la jouissance, car elle est précisément une atopie. Lieu soustrait à la loi, écluse de l'utopie. Les femmes conservent toujours un quant à soi individualiste vis-à-vis du groupe et de son organisation. Appuyées sur cette propension à la jouissance individualiste, en d'autres termes persuadées un groupe d'adopter des valeurs plus féminines, orientées vers l'intime et la sexualité, permet de dépolitiser un groupe et de rendre son organisation impossible, donc de faire disparaître ses idées à plus ou moins long terme, ainsi que sa dangerosité éventuelle. La police politique vient ainsi se loger dans des endroits où l'on ne s'attendrait pas, notamment dans la presse féminine de tous âges. Ensuite, comment désorganiser par la jeunitude ? Le culte de la jeunesse nous met sur la pente de l'infantilisation et d'une régression pré-oedipienne vers les processus primaires du psychisme, c'est-à-dire les processus à court terme, immatures et marqués par l'émotionnel, l'irrationnel et la pensée magique, sur lesquels s'appuient Tiditainment et Storytelling. Plus largement, pour désorganiser et dépolitiser un groupe et le rendre inoffensif, il suffit d'attaquer son Oedipe. Le complexe d'Oedipe est le moment où s'intériorise la structure mentale primordiale au fondement de toute vie humaine socialisée et organisée. C'est le moment où advient la capacité mentale de se représenter un organigramme, un système articulé de places différenciées. En un mot, l'aptitude à la dialectique et à la politique. Le proto-organigramme, qui sert de matrice à tous les autres, est le système psychoculturel de distinction et d'articulation coopérative entre les places des hommes et des femmes d'une part, des parents et des enfants, donc par extension des vieux et des jeunes d'autre part. Attaquer l'Oedipe d'un groupe, attaquer son système de distinction primordiale entre genres, hommes, femmes et entre générations, parents, enfants, c'est attaquer toute la faculté à se constituer un organigramme, donc le faire basculer dans l'impotence organisationnelle et le réduire à des individus juxtaposés, incapables de communiquer et de coopérer. Faire la promotion de l'indistinction des rôles et de l'échange des places, faire passer le désir personnel avant le respect de l'organigramme du groupe, tout cela facilite l'expression de l'individualisme pathophallique et relève donc de stratégies de désorganisation. Au niveau comportemental concret, cela se traduit par une culture du spontané, de l'impulsif, du viscéral, du versatile, du flexible et de la recherche de résultats immédiats, induisant une incapacité à la concentration, à la planification et à l'élaboration de stratégies sur le long terme. La bimbo ou la pulsion de mort personnifiée.
Après des décennies de management négatif, le patou phallique et l'individualisme désoedipianisé sont en passe de devenir dominants dans les classes populaires, petite bourgeoisie, classe moyenne et prolétariat, où ils provoquent déjà toutes ces tendances sociétales pathologiques de dévaluation de la virilité, de survalorisation de la féminité, d'enfants rois hyperactifs et de mépris pour les anciens, induisant pour finir une impuissance organisationnelle totale. Les couches sociales supérieures au plan économique subissent ces virus mentaux de plein fouet également. Mais l'argent est un puissant facteur de lien social, intergenre et intergénérationnel, qui leur permet de conserver encore une relative cohérence. Il reste qu'au-delà de la belle apparence, leur fond est tout aussi délabré. Et c'est ainsi que toutes les classes sociales des pays développés peuvent entonner à l'unisson la maxime de la jeune fille individualiste et du citoyen modèle des groupes dépolitisés. Aucune cause ne mérite que je me batte jusqu'à la mort pour elle, ma vie personnelle passe avant celle du groupe. Le biopouvoir. Notre tour d'horizon des multiples visages du contrôle social scientifique contemporain serait incomplet sans un point sur la notion foucaldienne de biopouvoir. En effet, il nous semble qu'au-delà du pouvoir sur les esprits, c'est bien un contrôle direct de la vie, au sens strictement biologique du terme, qui est recherché par l'ingénierie sociale, dont l'éthos s'affirme comme l'incapacité à vivre et laisser vivre sans intervenir sur le cours naturel des choses. Cet interventionnisme, qui peut aller jusqu'au piratage, exprime certes une tendance spontanée de l'esprit humain au voyeurisme épistémologique et à la curiosité de comprendre tout ce qui nous échappe encore, mais traduit également un projet politique, celui porté par le mondialisme, et dont les conséquences pour la vie, au sens biologique du terme, seront pires que le nazisme et le stalinisme réunis. L'ingénierie sociale mondialiste se place en effet sous le signe du Gestell, concept travaillé par Heidegger, qualifiant l'essence de ce qui fait la civilisation technologique, et qu'Alain Finkielkraut, à l'occasion d'un débat avec Peter Sloterdijk, Peter Weibel et Michel Houellebecq, tente de définir ainsi. On a eu beaucoup de mal à le traduire en français. On le traduit par arraisonnement, sommation, mise à disposition. C'est tout simplement le fait de la possibilité de tout faire de tout. La possibilité de faire entrer la réalité dans une combinatoire sans fin. Il me semble que c'est vraiment de cela qu'il s'agit, à un moment précisément où cette possibilité ne concerne plus seulement la matière inanimée, mais encore la matière vivante. C'est la tendance la plus profonde de la modernité. Cette mise à disposition de tout, pour tout, signifie aussi plasticité, flexibilité, possibilité de réécriture complète du donné naturel et ainsi contrôle total sur ce donné naturel minéral, végétal ou animal, environnemental ou subjectif. Baudrillard, quant à lui, parlait de crime parfait pour évoquer ce quadrillage technologique intégral du réel, ce maillage exterminateur consistant à ne pas laisser le moindre atome intouché et substituant au monde vécu sa version retravaillée, retouchée, lissée, bref son simulacre. Le Gestell, ou la rationalisation scientifique du vivant, est l'outil définitif du pouvoir politique. Dès lors que le vivant peut être intégralement quantifié, numérisé, explicité, chosifié, il peut devenir objet d'une gestion sérielle, production industrielle intrinsèquement docile au pouvoir car programmable et conditionnable dès l'origine. L'ingénierie sociale culmine ainsi dans le génie génétique, le piratage de l'ADN, l'eugénisme, le clonage, les chimères, croisements hybrides de matériel génétique humain et animal, autorisés au Royaume-Uni depuis mai 2007, et ultimement le transfert de la conscience dans le cyberespace. Toutes ces recherches trouvent leur meilleur soutien chez les théoriciens du transhumanisme, Timothy Leary, Ray Kurzweil, idéologie issue de la contre-culture et du New Age, deux courants eux-mêmes nés du contrôle social moderne, comme le montre Lutz Dambeck dans son documentaire La Toile, consacré à l'histoire de la cybernétique.
Telle qu'elle subsiste à l'état naturel, la vie pose problème au pouvoir, car il y a toujours en elle quelque chose qui échappe au contrôle. Le gestel, ou la réécriture intégrale du réel, pour en fournir une version mieux contrôlée, idéalisée, perfectionnée, et donc non seulement l'horizon de pratiquement tous les pouvoirs politiques depuis l'avènement des sociétés de masse, Mésopotamie, Égypte pharaonique, mais également le fil conducteur de tous les grands utopistes qui se sont toujours mis spontanément au service du prince. De Platon aux transhumanistes, en passant par Norbert Wiener, ils ont tous cherché à réduire l'existence à un gigantesque SimCity, un vaste processus automatisé univoque d'où la contradiction et l'incertitude ont été évacuées. Évidemment, ça ne marche jamais pour une raison toute simple. Nous sommes encore en vie. En effet, ce qui fait obstacle au contrôle intégral et à la réduction totale de l'incertitude, c'est la frontière entre un intérieur et un extérieur. Chez les êtres vivants, la peau, l'épiderme, est cette première frontière. L'existence d'une frontière épidermique, assurant l'interface entre une intériorité et une extériorité, est très exactement ce qui constitue la spécificité irréductible de tous les êtres vivants sans exception, et ce qui les distingue du non-vivant. Il y a vie au sens biologique à partir du moment où il y a épiderme, c'est-à-dire perception d'une distinction entre une intériorité, l'intégrité de la créature, et une extériorité, l'environnement. Cette intégrité de l'être biologique fait qu'il est difficile de la contrôler intégralement ou alors avec des séquelles pathologiques et donc une destruction du système à terme. C'est d'ailleurs sur cette base que l'on peut distinguer le vivant du non-vivant. Les systèmes non-vivants dysfonctionnent quand ils ne sont pas totalement sous contrôle. A l'inverse, les systèmes vivants dysfonctionnent quand ils sont totalement sous contrôle. Plus on monte dans l'évolution, et plus cette intégrité du vivant est forte, jusqu'à aboutir à la possibilité de faire de vraies cachotteries à l'égard de l'extérieur. C'est ce que l'on appelle l'intimité mentale, psychologique, etc., et qui permet d'aller jusqu'au mensonge. Cette possibilité propre au vivant de cacher des choses au regard extérieur est insupportable pour le pouvoir, qui y voit une forme de résistance à son exercice inquisiteur. Cette impossibilité du contrôle total vient de ce que personne n'a un droit de regard total sur la créature. Personne n'est en capacité d'avoir un accès intégral à l'intériorité. D'où cette relative imprévisibilité du biologique, dont la traçabilité n'est jamais garantie. L'abolition du biologique, c'est-à-dire du principe même de toute frontière et limite, et l'insertion de la conscience dans le numérique devrait permettre l'abolition de cette incertitude. L'accès intégral à l'intériorité, donc la transgression complète de l'intégrité de la créature, la possibilité d'en finir avec toute forme de cachotterie, et ainsi le contrôle total de toute forme de vie consciente. Internet est une source extraordinaire d'informations, mais c'est aussi un espace de transparence totale. Des créatures internetiennes seraient à son image. À vrai dire, une conscience numérique ne serait qu'une forme simulée de vie, puisqu'elle serait dépourvue d'épiderme, ou alors un épiderme simulé, donc faux. En effet, le programmateur possède un droit de regard total sur son programme. Il peut le rectifier comme il veut et réduire totalement l'incertitude de son fonctionnement. Le programmateur est en position divine. Il ne peut donc pas y avoir de vie numérique, puisque le minimum requis, l'incertitude réelle liée à l'épiderme réel, n'est pas présent. Par définition, l'incertitude véritable n'est ni modélisable, ni programmable. Par contre, il peut y avoir extermination du biologique au bénéfice d'une forme de vie simulée dans le numérique. Réalisation du crime parfait. L'extermination de l'incertitude liée au vrai réel, ici la matière vivante, au bénéfice d'une simulation du réel parfaitement traçable et contrôlée. Le downloading total dans la matrice virtuelle et l'accès du pouvoir à l'intimité psychologique des citoyens sont pour bientôt. Nous sommes déjà partiellement téléchargés dans le cyberespace, compte tenu du temps que nous passons sur Internet et de la dépendance croissante où nous sommes à son égard.
Cette tendance est évidemment confortée par le pouvoir, comme on peut s'en rendre compte en parcourant les recommandations du lobby du numérique, le livre bleu du groupement des industries de l'interconnexion des composants et des sous-ensembles électroniques, JIXEL. Le passage de l'identité physique à l'identité numérique s'impose de plus en plus dans tous les milieux à cause du développement des TIC et en particulier de l'Internet. Acceptation par la population. La sécurité est très souvent vécue dans nos sociétés démocratiques comme une atteinte aux libertés individuelles. Il faut donc faire accepter par la population les technologies utilisées et parmi celles-ci la biométrie, la vidéosurveillance et les contrôles. Plusieurs méthodes devront être développées par les pouvoirs publics et les industriels pour faire accepter la biométrie. Elles devront être accompagnées d'un effort de convivialité par une reconnaissance de la personne et par l'apport de fonctionnalités attrayantes. Éducation dès l'école maternelle. Les enfants utilisent cette technologie pour rentrer dans l'école, en sortir, déjeuner à la cantine, et les parents ou leurs représentants s'identifieront pour aller chercher les enfants. Introduction dans des biens de consommation, de confort ou des jeux, téléphones portables, ordinateurs, voitures, domotique, jeux vidéo. Développer les services cardless à la banque, au supermarché, dans les transports, pour l'accès Internet. La même approche ne peut pas être prise pour faire accepter les technologies de surveillance et de contrôle. Il faudra probablement recourir à la persuasion et à la réglementation en démontrant l'apport de ces technologies à la sérénité des populations et en minimisant la gêne occasionnée. Là encore, l'électronique et l'informatique peuvent contribuer largement à cette tâche. Le plus grand génocide de l'histoire, celui de la biosphère tout entière, a déjà commencé. Dans Comment les riches détruisent la planète, Hervé Kampf nous décrit les lignes majeures de ce Gestalt mondialiste au niveau écologique et politique. Sur un plan strictement géopolitique, le Gestalt mondialiste consiste à jouer avec la vie de millions voire de milliards d'êtres humains. Ce jeu géopolitique prend deux formes. La recombinaison libre des frontières d'une part, le contrôle démographique d'autre part. Nous l'avons vu, l'abolition des frontières, c'est le règne de la mort, tant au plan biologique que psychique. Il n'y a de vie psychique, c'est-à-dire de production de sens, que dans l'incertitude et l'affrontement de l'affrontement à un quelque chose qui résiste à un réel quelconque, une frontière, une limite. Si les frontières ne résistent plus, ce sont les principes mêmes d'identité, de distinction et d'élaboration sémantique qui vacillent, signant à terme l'effondrement du système sur lui-même, ou alors sa survie dans un espèce liminaire qui est celui du zombie, à mi-chemin entre la vie et la mort. Le Gestalt géopolitique, la recomposition volontariste des frontières, comme en Irak depuis l'invasion américaine ou en Europe avec la création d'eurorégions, qui n'obéissent qu'à la logique commerciale, relève dès lors d'une sorte de mystique hallucinée et morbide, telle que l'analyse Pierre Hillard dans La marche irrésistible du nouvel ordre mondial, expression de ce processus général de désodipianisation dont le fantasme directeur semble être la création d'une forme de vie totalement plastique et flexible, en un mot l'esclave idéal dont l'identité n'a plus d'attache, plus d'origine et peut donc être réécrite à volonté. Seul un contrôle démographique drastique permettra d'élaborer cette humanité future zombifiée. Dans la continuité des théories d'un Thomas Malthus, divers programmes de réduction démographique ont vu le jour et ont été appliqués avec plus ou moins de succès dans divers pays ces 2 derniers siècles. Tous les moyens sont bons pour parvenir à la dépopulation, que ce soit en empêchant les naissances ou quand les êtres sont nés par le meurtre de masse prémédité. Le rôle des diverses instances supranationales, ONG ou autres, réside avant tout dans la planification de crises, de guerres, d'épidémies et de famines, notamment au moyen du Codex Alimentarius. D'un point de vue général, le biopouvoir consiste à gouverner par l'entretien d'une menace sur la survie physique des populations, menace qui n'a pas absolument besoin d'être réelle pour être efficace. Le rapport d'Iron Mountain
publié dans les années 60 sous la direction de l'économiste John Galbraith et intitulé La paix indésirable, rapport sur l'utilité des guerres, est à ce sujet parfaitement clair. L'existence d'une menace extérieure à laquelle il est ajouté foi est par conséquent essentielle à la cohésion sociale aussi bien qu'à l'acceptation d'une autorité politique. La menace doit être vraisemblable, son ampleur doit être en rapport avec la complexité de la société menacée, et elle doit apparaître pour le moins comme pesant sur la société tout entière. Définir un ennemi, geste fondateur de la politique, selon Carl Schmitt. Mais qui a dit que l'ennemi devait être réel ? Conclusion provisoire. Le pouvoir centralisé qui tente de se mettre en place au niveau mondial ne possède aucune légitimité démocratique. L'Union européenne en est l'illustration la plus frappante. Un despotisme éclairé, authentiquement soucieux des intérêts du peuple, serait à la limite tolérable, mais nous en sommes déjà fort loin. En l'occurrence, le risque d'extinction que ce nouvel ordre mondial fait peser, non seulement sur l'humanité, mais encore sur toute forme d'intelligence, est le plus grave que l'histoire ait jamais connu. De fait, son projet est bel et bien d'achever l'histoire, car ce n'est pas tel ou tel groupe humain que le mondialisme cherche à exterminer, mais l'espèce dans son entièreté, et encore au-delà, la simple capacité à l'articulation intelligible d'un discours signifiant. Face à cette violence inouïe, la résistance doit s'organiser. Cependant, si l'on veut qu'elle soit constructive et ne stagne pas dans des émeutes incohérentes et acéphales ou du terrorisme stérile, cette résistance doit impérativement être organisée, planifiée, calculée, stratégique, dans l'optique d'une prise de pouvoir institutionnelle, essentiellement par l'infiltration lente des structures du pouvoir. La contestation reste inoffensive aussi longtemps qu'elle reste visible, hors système ou dans la rue. Il faut lui substituer une subversion invisible, située au cœur du système et inscrite dans le long terme. L'insurrection qui vient doit être conçue, réfléchie, méthodique et rationnelle. La propédeutique à tout renversement du pouvoir illégitime a donc besoin d'une organisation de type militaire et pas seulement militante, nourrie d'une réflexion tactique et stratégique approfondie, elle-même appuyée sur une éducation à la culture du renseignement, espionnage et contre-espionnage, ainsi que sur un profilage et une mise en fiche systématique de ceux qui nous profilent et nous mettent en fiche. Connaître son ennemi, lui appliquer ce qu'il nous applique, rétablir l'égalité du couple, voir et être vu, en bref, pirater les pirates pour répondre à la question que se posait Juvénal, qui gardera les gardes ? Un modèle d'organisation nous a été proposé par l'histoire. Il s'agit du CNR, formé suite à l'appel du 18 juin 1940, lancé par De Gaulle en exil, et qui rassembla des femmes et des hommes de toute origine politique, sociale, confessionnelle, pour lutter contre l'envahisseur nazi. Aujourd'hui, l'ennemi du genre humain a changé. Il n'est plus identifiable à une zone géopolitique particulière. Il appartient à cette classe transnationale de privilégiés dont nous parle Jacques Attali, oligarchie économiquement dominante, qui travaille activement à l'architecture système de la mondialisation selon les modalités d'ingénierie que nous avons décrites et dont Warren Buffett prétend qu'elle est en train de gagner la guerre contre les classes populaires. La guerre a donc bien été déclarée. En réponse, nous voulons par ce texte apporter notre pierre à un futur deuxième Conseil national de la résistance. Notre manifeste reproduit ci-après sera l'appel des vétérans du CNR lancé en 2004 pour commémorer le 60e anniversaire du programme du CNR, programme politique conçu par le peuple, pour le peuple, et dont l'oligarchie a dit qu'il fallait le déconstruire méthodiquement. En posant cette première pierre, notre but est de fédérer dans une union sacrée toutes les volontés de se battre contre l'ennemi commun qui prend aujourd'hui le visage de ce nouvel ordre mondial fondé sur la stratégie du choc, le chaos planifié, les crises économiques ou sanitaires programmées, la virtualisation du sens et le brandissement d'une menace terroriste pour justifier la surveillance concentrationnaire des populations. Si ce système ne s'effondre pas de lui-même, alors il faudra l'y aider. Nous allons le faire. Nous sommes nombreux, nous sommes des millions.
des millions de fois plus nombreux que notre ennemi. Il a peur de nous, il tremble de terreur, car il sait que son pouvoir est fragile et ne repose que sur le bluff et le crédit que nous lui accordons. Toute sa force ne repose que sur des représentations auxquelles nous avons cru. Cessons d'y croire et cessons d'obéir, et le réel apparaîtra. Nous sommes plus forts que lui. Le roi est nu. En outre, son propre pouvoir le fait souffrir, car il sait bien au fond de lui qu'il repose sur le mensonge. Inconsciemment, il nous demande de le frapper pour le ramener à la raison. Ne nous privons pas, il nous remerciera à la fin. L'appel des résistants. Appel à la commémoration du 60e anniversaire du programme du CNR du 15 mars 1944. Au moment où nous voyons remis en cause le socle des conquêtes sociales de la libération, nous, vétérans des mouvements de résistance et des forces combattantes de la France libre, appelons les jeunes générations à faire vivre et transmettre l'héritage de la résistance et ses idéaux toujours actuels de démocratie économique, sociale et culturelle. 60 ans plus tard, le nazisme est vaincu grâce au sacrifice de nos frères et sœurs de la résistance et des Nations Unies contre la barbarie fasciste. Mais cette menace n'a pas totalement disparu et notre colère contre l'injustice est toujours intacte. Nous appelons en conscience à célébrer l'actualité de la résistance, non pas au profit de causes partisanes ou instrumentalisées par un quelconque enjeu de pouvoir, mais pour proposer aux générations qui nous succéderont d'accomplir 3 gestes humanistes et profondément politiques au sens vrai du terme, pour que la flamme de la résistance ne s'éteigne jamais. Nous appelons d'abord les éducateurs, les mouvements sociaux, les collectivités publiques, les créateurs, les citoyens, les exploités, les humiliés, à célébrer ensemble l'anniversaire du programme du CNR adopté dans la clandestinité le 15 mars 1944. Sécurité sociale et retraite généralisée, contrôle des féodalités économiques, droit à la culture et à l'éducation pour tous, presse délivrée de l'argent et de la corruption, loi sociale, ouvrière et agricole, etc. Comment peut-il manquer aujourd'hui de l'argent pour maintenir et prolonger ces conquêtes sociales alors que la production de richesses a considérablement augmenté depuis la libération, période où l'Europe était ruinée? Les responsables politiques, économiques, intellectuels et l'ensemble de la société ne doivent pas démissionner, ni se laisser impressionner par l'actuelle dictature internationale des marchés financiers qui menace la paix et la démocratie. Nous appelons ensuite les mouvements, partis, associations, institutions et syndicats héritiers de la résistance à dépasser les enjeux sectoriels et à se consacrer en priorité aux causes politiques des injustices et des conflits sociaux, et non plus seulement à leurs conséquences, à définir ensemble un nouveau programme de résistance pour notre siècle, sachant que le fascisme se nourrit toujours du racisme, de l'intolérance et de la guerre, qui eux-mêmes se nourrissent des injustices sociales. Nous appelons enfin les enfants, les jeunes, les parents, les anciens et les grands-parents, les éducateurs, les autorités publiques à une véritable insurrection pacifique contre les moyens de communication de masse qui ne proposent comme horizon pour notre jeunesse que la consommation marchande, le mépris des plus faibles et de la culture, l'amnésie généralisée et la compétition à outrance de tous contre tous. Nous n'acceptons pas que les principaux médias soient désormais contrôlés par des intérêts privés, contrairement au programme du CNR et aux ordonnances sur la presse de 1944. Plus que jamais à ceux et celles qui feront le siècle qui commence, nous voulons dire avec notre affection : créer c'est résister, résister c'est créer.